est-ce que la loi de Sobonichon, qui avait comme avantage d'exonérer les 3/4 des droits d'enregistrement, mais qui obligeait à une exploitation centenaire du massif, est-ce que cette abrogation a eu des incidences en ce qui concerne l'exploitation de nos forêts françaises? Oui, parce que d'abord, il faut savoir que cet amendement à cet amendement il y a une obligation de gestion durable qui passe à partir de toute propriété de 25 hectares par la mise en place d'un plan simple de gestion qui est un document que le propriétaire doit remplir, qui s'étale sur 10 à 20 ans, à son choix, dans lequel il va dire quelle est sa politique forestière pour les 10 à 20 ans à venir, et notamment sa politique de coût et de replantation, puisque les deux sont liés. Donc ça a été un formidable outil qui a boosté la forêt privée française, incontestablement. Alors vous savez que la dernière loi, la LMA, qui a été votée récemment, a un petit peu modifié tout cela en mettant non plus le plan simple de gestion d'un seul tenant, 25 hectares comme limite, mais 25 hectares qui peuvent être des parcelles. Alors bien sûr, on est monté au créneau parce que c'était redoutable. La loi, si elle avait été votée telle quelle, vous aviez 4 hectares dans l'Est, 4 hectares au centre de la France et 4 hectares je ne sais pas où, et vous deviez faire un plan simple de gestion, qui était absurde. Donc on a réussi à faire passer le fait que ces 25 hectares non d'un seul tenant soient dans la même commune ou commune limitrophe. C'était un petit peu égoïste, je ne le cache pas, mais le surcroît de travail que cela aurait donné au CRPF est insurmontable, compte tenu des moyens que nous avons pour le faire. Donc, tout ceci pour dire qu'il y a une fiscalité qui est, que je qualifierais d'incitative, mais elle est conditionnée par une gestion durable. Alors, là aussi, la loi a été un petit peu plus loin. Maintenant, tous les 10 ans, un propriétaire forestier doit faire un bilan de son plan simple de gestion et le fournir à l'administration. C'est un petit peu compliqué, mais il faut toujours essayer de voir les bons côtés des choses. Et le bon côté, c'est d'essayer de booster les propriétaires pour avoir des politiques plus dynamiques. Dans le pays, tout le monde le sait, il y a un vrai problème de thésaurisation dans la forêt, c'est-à-dire que comme les coûts ne sont pas incitatifs, les gens ne coupent pas. J'ai un discours qui n'est pas très populaire auprès des sylviculteurs, c'est de dire que oui, on doit faire attention au marché, mais il y a une limite. La limite, c'est celle de la bonne sylviculture. Dès lors que vous avez une plantation qui est mûre, même si les cours ne sont pas particulièrement incitatifs, il faut les souhaiter. Parce que si vous ne les souhaitez pas, eh bien vous allez avoir encore de problèmes type forêt de Vierzon, que vous connaissez tous. Le dépérissement de la forêt de Vierzon, on a tout dit là-dessus, beaucoup de mensonges. C'est le réchauffement climatique, c'est la tempête dessus, c'est la canicule de ça. La première raison de fond, c'est un défaut de sylviculture. Merci. Ça va nous faut le dire, parce que quand on n'est pas dans une bonne sylviculture, les arbres souffrent, et là, effectivement, ils sont plus vulnérables à la tempête, à la canicule, au réchauffement, etc. Mais c'est pas le contraire. Merci beaucoup, M. Bonpry. Il m'est arrivé 2 autres questions écrites. Alors, je reprends les questions écrites. Comment améliorer l'efficacité énergétique des anciens bâtiments à partir de matériaux renouvelables? Première question. Deuxième question. Comment s'assurer que les propriétaires fonciers peuvent gérer leurs ressources bois de façon rigoureuse et écologique? Mise en place de normes, une charte est-elle suffisante? Bon cadencement, c'est ça, entre une nouvelle plantation d'abattage. Bon, je vais répondre à la deuxième question, si vous voulez bien, qui est effectivement au cœur des débats actuels, la protection environnementale, etc. Alors, là-dessus, tout va bien, pour nous en tout cas.
puisque nous venons de faire adopter ce qu'on appelle les annexes vertes au schéma régional de gestion sylvicole, qui est un peu la Bible de ce que doit être la politique forestière dans chaque région. Alors je connais bien ce problème puisque au niveau national, j'ai eu à relire tous ces schémas région par région. J'ai appris beaucoup de choses sur la France, ce sont extraordinaires par réalité, et en même temps ça m'a beaucoup aidé pour la rédaction de nos propres schémas régionaux. Donc là on est à une deuxième étape qui était d'intégrer ce qu'on appelle les annexes vertes, c'est-à-dire les invitations à suggérer aux propriétaires pour qu'ils gèrent durablement et écologiquement bien leur forêt. Ce sont des enjeux redoutables en termes de pouvoir, il faut quand même le savoir. Actuellement, le plan simple de gestion, il dépend de nous, CRPF, et donc du ministère de l'Agriculture. Les annexes vertes, il y a une grosse bataille parce que le ministère de l'Environnement voulait dire son mot, je dirais, administrativement, ce qui devenait ingérable pour les propriétaires. Ce qu'il souhaitait, c'est que le plan simple de gestion transite par le ministère de l'Agriculture et ensuite par le ministère de l'Environnement. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Donc on a réussi à calmer les choses en disant que nous, CRPF, nous nous engagions auprès de l'administration pour que les propriétaires soumis à un plan simple de gestion tiennent compte dans la rédaction de leur plan simple de gestion de tout ce qu'il y a à faire en matière de protection de l'environnement. Et donc, au moment où on agrée le plan simple de gestion, ces annexes vertes, cette partie environnementale, soit bien également agréée. C'est d'autant plus facile que dans les trois quarts des cas, une bonne gestion environnementale, ce sont des gestes de bon sens qui, la plupart du temps, sont déjà pratiqués. Le plus important pour moi, c'est de sensibiliser les propriétaires pour qu'ils retrouvent leur vocation qui devrait toujours être la leur, c'est-à-dire être les premiers protecteurs de l'environnement. Moi, je m'affiche toujours, notamment au Césaire, comme un ardent défenseur de l'environnement, sans en faire un débat idéologique, c'est du bon sens, tout simplement. Donc, vous voyez, remettre tout ça dans les tuyaux, c'est ce qui a été fait avec les fameuses annexes vertes, et je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, il y aura toujours des améliorations possibles, il n'y a pas de souci à se faire. La protection environnementale de la forêt par la gestion des sylviculteurs est bien prise en compte. Merci, M. Deboncourt. Alors, la première question, comment améliorer l'efficacité énergétique des anciens bâtiments à partir de matériaux renouvelables? Alors j'ai essayé de répondre, c'est à la fois un enjeu énorme, puisque la rénovation des bâtiments existants, ça représente plus de 90% de ce qu'il y a à faire pour l'amélioration du parc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi le plus difficile. Alors l'important, c'est de savoir dans quelle stratégie on aborde. Et donc ce qui nous paraît important, c'est déjà il faut faire bien ce qui est facile à faire bien, c'est-à-dire les bâtiments neufs, et les faire bien, et donc avoir des bâtiments neufs qui soient performants. Donc là, je n'ai pas répondu à la question. Comment faut-il faire pour rénover les bâtiments anciens? Alors, comme il y a des bâtiments qui sont extrêmement différents, la première chose que je dirais, c'est qu'il y a à peu près 30% de l'énergie qui s'en va par la toiture. Donc la première chose à faire, très concrètement, si c'est un particulier qui nous pose cette question, c'est d'isoler thermiquement la toiture du bâtiment et d'avoir 20 à 30 cm d'isolant au niveau de la toiture. C'est ce qui est le plus efficace et c'est ce qui est le moins cher, c'est le meilleur, c'est la plus grande efficacité et le moins de prix. Ensuite, ça ne suffit pas, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi les murs, il y a les menuiseries, il y a différents éléments qui interviennent dans l'efficacité énergétique. Alors après, il faut voir l'état d'isolation des murs, l'état d'isolation des menuiseries. S'il faut réisoler les murs, il faut essayer de privilégier l'isolation par l'extérieur. Ça a été dit tout à l'heure, ça évite les ponts thermiques et les matériaux renouvelables, que ce soit les laines de bois, les laines de chanvre, les différents autres produits renouvelables, non seulement stockent du CO2, mais sont tout aussi efficaces et plus durables en termes de longévité et de durabilité aussi
que les produits, notamment en laine de roche. Donc, faire l'isolation des murs par l'extérieur, et ensuite mettre des menuiseries. Alors c'est cher les menuiseries, donc il faut voir comment on peut faire, mais ça passe par la mise en place de menuiseries efficaces. Efficace, ça ne veut pas dire forcément triple vitrage. Les doubles vitrages vont très bien au sud, ils vont très bien à l'ouest, ils vont très bien à l'est. Au nord, si le budget est compatible, il faut essayer de mettre des triples vitrages qui sont effectivement plus efficaces que les autres. Je voudrais juste dire encore un mot, et notamment pour les bâtiments collectifs. Ce qui me paraît tout à fait intéressant pour la rénovation des bâtiments collectifs, notamment des immeubles, qu'il peut y avoir, c'est notamment de construire un étage supplémentaire et d'avoir une construction en bois. Construire un étage supplémentaire, ça permet d'avoir des surfaces disponibles en plus, ça permet d'avoir une très bonne isolation sur cet étage supplémentaire. Le premier étage, ça permet d'augmenter la densité, d'éviter d'avoir à faire d'autres bâtiments qui prennent quand même une emprise au sol importante, d'isoler en même temps la toiture finalement, puisqu'on le fait bien, et ensuite, à partir de ça, travailler sur les murs extérieurs et les menuiseries en voyant ce qu'on peut faire, et comme j'ai dit précédemment. Mais j'insiste sur cet aspect-là parce qu'on parle souvent de densité urbaine, on parle souvent d'aménagement urbain, on parle de beaucoup de choses, et on ne voit pas qu'avec le bois qui est un matériau léger, on n'a pas besoin de toucher aux fondations, et c'est extrêmement facile, et c'est économique, et en ayant des surfaces supplémentaires qui peuvent être habitables, notamment dans les logements sociaux, eh bien, on amortit finalement, on facilite l'amortissement de l'ensemble de l'opération. Voilà. Donc c'est d'abord la toiture, ensuite soit les murs, soit les menuiseries, en fonction des budgets et de l'état du bâtiment lui-même. Monsieur Larochère, je vous remercie de toutes vos précisions et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur le ministre de la Ville qui vient, en plus de son travail autour de la ville, apporter et jeter un regard bienveillant sur la ruralité, la campagne et la forêt. Maurice, tu as la parole si tu le souhaites. Bien.